C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la présidentielle en Sierra Leone. Le président sortant Julius Maada Bio est en tête avec plus de 55% des voix. Après 60% du dépouillement, des chiffres partiels fournis par la commission électorale et contestés par l'opposition. Cette phrase des autorités centrafricaines, la RCA a signé un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. Une déclaration qui intervient juste après celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il a affirmé que Wagner continuera sa mission au Mali et en Centrafrique. Nous en parlerons avec notre invité Mathieu Olivier, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de Wagner. Et à la fin de ce journal, on vous parle de Ousmane Sembène. Le monument du cinéma africain aurait eu 100 ans cette année. Son pays d'origine, le Sénégal, lui rend hommage. Reportage à suivre. Les résultats partiels de la présidentielle en Sierra Leone. Selon la commission électorale, le président sortant, Julius Maada Bio, est en tête du scrutin avec plus de 55% des suffrages. Des résultats contestés par l'opposition et par son principal rival, Samora Kamara. Et parmi les défis du futur président, les difficultés économiques liées à l'inflation, elles constituent la principale préoccupation de la population. Reportage de nos envoyés spéciaux à Freetown, Kwame Ndri et Damien Kofi. Dans ce supermarché de Freetown, les clients ont de plus en plus de difficultés à remplir leur panier. La plupart des produits vendus ici sont importés. D'après le gérant, un Indien installé dans le pays depuis un peu plus de 2 ans, les affaires tournent au ralenti depuis que le léon, la monnaie nationale, a perdu 80% de sa valeur par rapport au dollar. Si l'on compare aux années précédentes, le taux de change est très défavorable. Et aujourd'hui, nous devons payer plus de taxes au gouvernement. C'est pour ça que l'inflation est si élevée et la plupart des gens n'ont pas d'argent ni de pouvoir d'achat. En Sierra Leone, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. L'augmentation récente de 150% du prix des denrées alimentaires pèse fortement sur les ménages. C'est vraiment très difficile de gérer notre vie quotidienne en ce moment, parce que tout est devenu cher. En raison d'une balance commerciale déficitaire et du niveau élevé des importations, le pays est très dépendant des fluctuations de sa monnaie. Sur le marché informel du change, les acteurs notent toutefois une éclaircie. Depuis quelques semaines, la monnaie sierra-léonaise se renforce face au dollar. Le dollar baisse tous les jours. Normalement, on achète un dollar pour 24 léones. En ce moment, c'est un dollar pour 21. Si le dollar baisse, alors peut-être que les prix des produits de base vont baisser. Problème, quand le léon repart à la hausse, les prix des denrées restent élevés, constatent les professionnels des bureaux de change. Les commerçants ne répercutent pas les évolutions de la monnaie. Quand les dollars descendent, les prix ne sont pas en train de descendre dans les boutiques. Donc c'est un peu difficile pour les habitants. Les dollars sont descendus, mais tout est en haut maintenant. L'année dernière, la Sierra Leone avait supprimé 3 zéros de sa monnaie dans l'espoir de restaurer la confiance dans le léon, une stratégie qui n'a pas porté ses fruits. Et l'inflation qui touche de plein fouet le Kenya, son président William Ruto a malgré tout promulgué une loi des finances qui instaure des nouvelles taxes. Une législation très impopulaire et critiquée par l'opposition. Son chef de file, Raila Odinga, a pris la parole lors d'un rassemblement. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. Des milliers de personnes se sont rassemblées ici à Nairobi pour écouter le discours du leader de l'opposition, Raila Odinga. Durant sa prise de parole, il a fustigé les nouvelles taxes qui vont être mises en place ici au Kenya, à savoir notamment un doublement de la TVA sur les produits pétroliers ou encore une nouvelle taxe de 1,5% sur tous les salaires reçus dans le pays pour financer des logements abordables un petit peu partout au Kenya. C'est inacceptable pour lui, ça va grandement affecter le pouvoir d'achat des Kenyans. Je vous propose d'écouter certains de ses soutiens. Le coût de la vie au Kenya a augmenté et cette loi de programmation des finances est passée au Parlement. Elle vient du gouvernement. Elle va faire grimper le prix de l'essence, de la nourriture. Tout va augmenter. Les Kenyans sont surtaxés, nous souffrons. Nos salaires n'augmentent pas. Pourtant, les taxes, elles, augmentent. Attends, je peux le faire. La loi de programmation des finances qui vient d'être signée, qui a été promulguée par William Ruto, ne peut être acceptée. En tant que peuple, nous devons descendre dans la rue et manifester en nombre pour nous assurer que ce gouvernement rentre chez lui le plus rapidement possible. Durant son discours, Raila Odinga a appelé toutes les personnes présentes et tous les Kenyans dans l'ensemble du pays à se mobiliser pour tenter de faire annuler ces nouvelles lois et pour tenter de faire chuter le gouvernement de William Ruto qu'il considère toujours comme illégitime et qu'il
qu'il qualifie de dictature. Alors il a dit que ses soutiens avaient essayé de mettre en place toutes les mesures possibles pour essayer de faire annuler ces lois, qu'ils avaient été devant la justice, qu'ils avaient manifesté, qu'ils avaient même été devant l'Église. Ils n'ont pas été entendus selon eux. Alors cette réunion, ce meeting à ciel ouvert est le début d'un nouveau mouvement de protestation, dit-il, contre la politique de William Ruto. Depuis la rébellion de Wagner contre Moscou, les questions se multiplient concernant l'avenir du groupe paramilitaire privé russe sur le continent africain. Hier, le chef de la diplomatie russe a affirmé que la mission de Wagner se poursuivait au Mali et en République centrafricaine. Du côté de Bangui, le ministre conseiller du président Touadéra, Fidel Guika, a affirmé que la République centrafricaine avait signé un contrat avec Moscou et non avec Wagner, et que si Moscou n'était plus d'accord avec Wagner, alors elle nous enverra, je cite, un nouveau contingent. Pour en parler, avec nous sur ce plateau, Mathieu Olivier, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de Wagner. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez travaillé régulièrement, et vous travaillez régulièrement sur Wagner. Comment faut-il interpréter la déclaration du ministre conseiller du président Touadéra ? Alors, je crois que c'est d'abord une réponse à une véritable inquiétude qu'on a pu constater à Bangui depuis la petite rébellion, les quelques jours de rébellion d'Evgeny Prigojine, où vraiment l'entourage de Faustin Archange Touadéra et certains ministres se demandaient quel est l'avenir de notre relation avec Wagner. Je crois que Fidel Guika, il s'avance un peu quand il dit que Moscou, si Wagner venait à être démantelé, enverrait une autre force similaire à Wagner. Alors justement, est-ce que Moscou peut envoyer un nouveau contingent ? La Russie a-t-elle les moyens d'envoyer des hommes sur le terrain africain, alors que le pays est embourbé dans une guerre qui va sans doute durer avec l'Ukraine ? Alors, il y a une déclaration intéressante de Vladimir Poutine aujourd'hui où il rend public le fait qu'en un an, l'État russe a financé Wagner à hauteur de 1 milliard de dollars. Donc, est-ce qu'ils ont les moyens ? Sans doute. Est-ce qu'ils en auront l'envie ? Peut-être pas. Wagner est très très bien implanté à Bangui. Il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie avec les politiques et même dans le tissu économique, puisque Wagner aujourd'hui est implanté dans l'or, dans le diamant, dans le bois. Et donc il y a un vrai rôle finalement de Wagner dans le tissu économique centrafricain. Et remplacer ça, c'est compliqué. Et si on ajoute à ça en plus le rôle de propagande, qui est la propagande anti-française, qui est le succès de Wagner, et sur lequel le gouvernement centrafricain a beaucoup joué aussi, c'est-à-dire qu'en décembre 2022, les derniers soldats français sont partis de Bangui, et ça a été présenté comme une victoire à la fois centrafricaine, mais c'est une victoire de Wagner. Donc effacer tout ça, ça va être compliqué. Remplacer tout ça, ça va être compliqué. La Russie peut-elle se passer de Wagner, et surtout Wagner peut-il se passer de la Russie en Centrafrique et au Mali ? Alors la Russie peut-elle se passer de Wagner ? Je crois qu'il n'y a que Poutine. D'un point de vue propagande, par exemple. Ça me paraît, moi, compliqué. Nous, on considérait que c'était l'assurance tout risque un petit peu de Prigojine, l'Afrique. C'est-à-dire que ses succès en Centrafrique, ses succès au Mali, le fait d'avoir contribué au départ des soldats français dans les deux pays, ça lui donnait une place très importante et incontournable quasiment auprès de Vladimir Poutine. Donc ça, est-ce que le Kremlin va vouloir s'en passer ? Sans doute que ce sera compliqué. Est-ce que Prigojine peut se passer de Vladimir Poutine ? Sans doute pas non plus. Financièrement, d'abord, voilà, c'est 1 milliard de dollars par an, sans doute. Et puis, voilà, c'est la créature de Vladimir Poutine. Prigojine sans Poutine, ça paraît difficile. Il a construit sa popularité aussi en se disant fidèle à Vladimir Poutine, y compris quand il s'attaque à l'armée et au ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Alors, justement, est-ce que si la Russie décidait, c'est un scénario peut-être envisageable, décider de lâcher la Centrafrique et de lâcher le Mali, qu'est-ce qui se passerait sur le terrain ? Est-ce que les armées des deux pays seraient en difficulté face aux groupes armés, aux groupes djihadistes ? Je crois que ce serait... Alors, pour le Mali, les informations qui nous sont parvenues, c'est qu'il y a une inquiétude sur le côté logistique. C'est-à-dire qu'il y a certaines opérations qui sont menées
par l'armée malienne en collaboration avec Wagner qui ne pourrait plus avoir lieu, en tout cas au moins à court terme. Même si on sait que les soldats de Wagner ne sortent pas beaucoup des bases, mais au niveau logistique, il y a un intérêt pour l'armée malienne. Donc ça disparaîtrait, ce serait compliqué au niveau de la logistique. En Centrafrique, il y a un exemple très simple, c'est que Wagner assure encore une partie de la sécurité du président Touadéra, l'autre partie étant assurée par les Rwandais. Donc ça, il faudrait le remplacer. Par quel partenaire? Est-ce que les Rwandais seraient prêts à combler le vide? Est-ce qu'il faudrait faire appel à d'autres partenaires plus traditionnels? On voit mal Bangui se revenir en arrière et aller solliciter des partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. Sur la formation de l'armée centrafricaine, aujourd'hui, c'est Wagner qui opère. L'Union européenne a cessé sa collaboration il y a quelques mois à ce niveau-là. Donc, on imagine mal un volte-face de Bangui. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut comprendre la déclaration du ministre Gwanjika, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire machine arrière. Donc, c'est aussi une façon de demander à Moscou, vous pouvez lâcher Wagner, mais proposez-nous quelque chose. Le message est passé. Merci beaucoup pour votre décryptage, Mathieu Olivier, donc journaliste à Jeune Afrique et spécialiste de Wagner. Merci infiniment pour votre analyse. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections générales s'annonce très tendue à 6 mois de la date du scrutin. Certains experts dénoncent une pré-campagne où l'espace démocratique se rétrécit avec l'interpellation de plusieurs opposants. L'opposition, elle dénonce un acharnement du pouvoir. Côté majorité, on se prépare à battre campagne. Reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Bras tendu, Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition, imite un aigle, le surnom que lui donnent ses sympathisants. L'aigle aussi comme signe de victoire. Après 3 reports demandés par les autorités congolaises, son meeting s'est enfin tenu. Depuis plusieurs semaines, les opposants congolais dénoncent des pressions, manifestations réprimées et perquisitions. Pour eux, les exemples sont nombreux, à commencer par l'interpellation de Salomon Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, soupçonné de collusion avec le M23. Il y a absolument un acharnement. L'opposition qui vient comme une alternative à la construction d'un véritable État est gênante pour un régime muet sans action. À 6 mois de l'élection présidentielle, la campagne s'annonce très tendue. Selon ce politologue, cette montée des tensions s'explique par l'insécurité dans l'est du pays et l'histoire du parti au pouvoir. Vous avez un pouvoir civil qui vient à peu près de 40 ans de pouvoir militaire. Donc il y a encore ces éléments autoritaristes qui demeurent. Et il y a certainement également un certain zèle, une certaine opposition qui a longtemps n'a pas goûté au pouvoir et qui voudrait rester très longtemps. Rester au pouvoir, ce sera le défi de l'UDPS qui va battre sa première campagne en tant que parti de la majorité. Le parti se prépare à s'aligner derrière le président Félix Tshisekedi. Mais ici, pas question d'entrave à la liberté. L'UDPS rejette toutes les accusations de l'opposition. La manière dont nous, les opposants de l'époque, nous étions traités et la manière dont les opposants d'aujourd'hui sont traités, il y a une très grande différence. Nous ne disons pas que tout ce que nous faisons est parfait, mais il y a une très grande évolution. Les élections présidentielles et législatives sont annoncées pour décembre. Si certains partis d'opposition vont présenter des candidats, Martin Fayoulou a conditionné la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral. Ousmane Sembène, monument du cinéma africain, aurait eu 100 ans cette année. Le réalisateur du film Quand Tiaroy était aussi un écrivain reconnu et engagé. En cette année d'anniversaire, des initiatives lui rendent hommage au Sénégal, son pays d'origine. Reportage à Dakar de Sarah Sako, Aminatou Diallo et Mba Intri. La cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, le salon. Je ne fais que ça. Inspiré d'un fait divers, le suicide d'une jeune femme de ménage africaine sur la Côte d'Azur, La Noire 2, paru en 1966, est l'un des premiers longs métrages réalisés par un subsaharien. L'homme à la pipe est aussi un auteur reconnu, panafricaniste, marxiste militant, qui se tourne vers le cinéma pour toucher le plus grand nombre. Sembène Ousmane, qui a été tirailleur sénégalais, cheminot, docker à Marseille, signe des ouvrages engagés, toujours d'actualité, d'après le professeur Cassé, spécialiste de son œuvre.
C'est comme si ce thème était encore d'une grande actualité. La question de l'aliénation culturelle, la question des classes sociales dans les sociétés africaines, la question de la gouvernance, la question des femmes, les droits des femmes. L'aîné des anciens, comme on l'appelait affectueusement, continue d'inspirer la nouvelle génération, notamment au sein de l'école de cinéma dakaroise Courtrajmé. Mamadou, scénariste, apprécie surtout la personnalité rebelle du personnage, son parcours hors du commun. Sembène, c'est un peu le rêve du gamin venu de la Casamance qui a fait tout un parcours de vie avant d'être écrivain ou d'être cinéaste. C'est une inspiration pour beaucoup et qui montre que c'est possible. Disparu à l'âge de 84 ans, Sembène Ousmane a réalisé 13 films et publié une dizaine d'ouvrages. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Sarah Boubakri. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.